La dépression chez le jeune. Crise d'adolescence ou véritable dépression, on fait souvent l'amalgame au risque de laisser son enfant dans la souffrance ou même la mort. Vous le savez, l'adolescent n'exprime pas facilement ses sentiments. Il est donc important de pouvoir faire un bon diagnostic et offrir une meilleure prise en charge. La dépression chez les jeunes, nous allons en parler dans la petite causerie de la 2. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors nous allons à présent recevoir nos invités. Madame Asso Bernadette, c'est notre psychologue de toujours. Bonsoir Bernadette. Salut. Il n'y a pas Covid, donc. Oui. Bonjour Laurence. Et vous? Merci. Le pasteur Série Dominique, coach conjugal et familial. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dako Dano, il est directeur régional de la femme, de la famille et de l'enfant du Sud Comoé, spécialiste d'éducation spécialisée. Et puis enfin, Nina Rachel, éducatrice. Bonsoir Nina. Bonsoir Laurence. Bonsoir à tous et merci d'être là. Vous le savez, à la petite causerie, eh bien, nous parlons de sujets de société. Et ce soir, nous allons parler de la dépression chez les jeunes. D'abord, dépression, la dépression. Est-ce qu'on peut faire la différence entre dépression et déprime? Nina? Merci Laurence. C'est toujours un plaisir de venir partager un peu de mon petit savoir avec vous et d'en apprendre aussi parce que vos sujets sont toujours intéressants. Effectivement, je pense qu'il y a une énorme quand même différence entre un état de déprime et puis la dépression. La dépression, la durée est un peu plus longue. Ouais, on peut être déprimé sur une courte durée, la mélancolie, mais la dépression est plutôt le trouble mental, voilà, qui se caractérise par l'isolement, le dénigrement de soi. C'est un peu plus important un peu plus grave. Plus grave, je N'est-ce pas, dirais. monsieur Dako Dano? Exactement. Quoique les deux soient des troubles, Oui. il y en a qui, de par sa durée et les événements ou les comportements qu'on exprime par rapport à cela, il y en a des deux qui est plus compliqué, qu'il faut regarder avec beaucoup plus d'acuité. Oui. Donc en fait, la différence, c'est un peu dans la durée. Pasteur? Oui, je crois que l'autre est passager. Il y a un autre qui est carrément un état clinique, c'est une maladie. C'est une maladie. Okay. C'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. La déprime, elle est passagère. Chacun de nous peut être sujet à juste comme un coup de barre. On en perd un peu d'énergie. Mais la dépression, c'est quand même une maladie psychologique. Et donc, il faut la regarder avec beaucoup plus de sérieux. Malheureusement, on pense que ça se confond aux symptômes. Par exemple, on est fatigué, on a envie d'être seul, on ne se sent pas bien. Donc, on se dit, bon, c'est passager, alors que ce sont des signes annonciateurs de quelque chose de beaucoup plus sérieux qui se joue à l'intérieur de nous. C'est quelque chose, on n'a peut-être pas l'impression, mais c'est quelque chose qu'on trouve quand même de plus en plus dans nos pays africains. Pas ça? Oui. C'est pas une maladie de blanc, comme on dit. Ah non. Non, surtout qu'on est tous humains. Et puis on a tous un mental. Je crois qu'aujourd'hui, il paraîtrait, je lisais une fois Jeune Afrique, la dépression en Afrique a dépassé la moyenne. Et donc en Afrique, on est beaucoup concerné et ce n'est pas à négliger. C'est pas à négliger, oui. C'est quelque chose que vous avez constaté, M. Dako Dano? Oui, naturellement, nous qui avons comme secteur d'activité l'éducation, nous constatons cela. Parce qu'en réalité, comme on va le voir peut-être un peu plus loin, elle tire son origine de plusieurs facteurs. Donc au fur et à mesure que la vie devient difficile, au fur et à mesure qu'on est obligé de courir, on s'occidentalise aussi. Naturellement. Et donc, vous savez bien que tout ce qui est évolution amène des comportements nouveaux. Et cela est donc des éléments qui aggravent la situation de chacun, aussi bien les parents que les enfants. Donc, c'est visible, c'est perceptible partout. Mais quand on n'a pas bien qualifié cela, on n'a pas bien identifié,
Et en ce moment-là, ça devient compliqué. Et ça a des conséquences néfastes sur la jeunesse en général. C'est quelque chose que tu as déjà remarqué, Nina? Oui, malheureusement, dans notre milieu d'activité scolaire, enfin d'activité, notre métier, on rencontre beaucoup de cas comme ça, souvent mal diagnostiqués, parce qu'on est quand même en Afrique. On prend ça à la légère, On prend ça à la légère, ça donne aussi un aspect honteux. Souvent, les parents cachent, parce qu'on va entendre « il est fou » ou bien « elle est folle ». L'appellation déjà est négative, donc c'est quelque chose qui est caché, donc mal diagnostiqué, et voilà, ça commence à prendre une proportion alarmante. Chez les jeunes ou même la population plus âgée, même chez les tout-petits, malheureusement, on ne fait pas attention, mais même à l'enfance, la dépression existe. Et c'est dommage de dire comme ça au quotidien, mais c'est la triste réalité. Et parfois, les personnes ne viennent en consultation que quand nous sommes vraiment à la limite. La limite de franchir le pas qu'il ne faut pas franchir. C'est vraiment dommage. Et qu'est-ce qui pourrait causer cette dépression? Quelles pourraient être les causes? Dans notre domaine, il y a la précarité. La pauvreté peut être un souci parce que quand ils viennent à l'école, qu'ils voient la différence sociale, ça peut affecter certains enfants. Il y a des antécédents familiaux. Si dans la famille, il y a des parents qui ont déjà été dépressifs. Et qu'on ne sait pas. Et qu'on ne sait pas, qu'on cache justement. C'est contagieux alors? Pas contagieux, mais il y a l'aspect génétique qui fait que quand vous avez eu des parents qui ont souffert de cette dépression-là, il y a un fort pourcentage qu'on puisse être de fortes chances, en fait. De fortes chances de faire la dépression. Surtout que nos parents, si nous parlons de nos enfants, ça veut dire que nous-mêmes ou même nos grands-parents, ils n'ont pas eu le temps de se faire soigner. Et donc, d'abord, ça n'a pas été diagnostiqué, donc ça ne savent pas ce que c'est. Donc, on ne sait même pas qu'on est facteur à risque. Et puis, non, et donc, on perpétue un certain nombre de choses. On se dit, non, mais c'est de la famille. Était comme ça. Sa maman était comme ça, alors que c'est une réelle souffrance de ce que ces personnes-là ont besoin d'aide. Oui. Sur la question des causes, on peut résumer les causes, tout ça, ces facteurs-là. L'origine peut être biologique, comme elle l'a dit, ça peut être psychologique, mais ça peut être social. Du fait que les difficultés de la vie, le fait que l'enfant ne se retrouve pas à l'école, peut-être même qu'il est un peu gros, donc les autres se moquent de lui. Et tout ça, le stress de tout ça, ça peut engendrer, n'est-ce pas, la dépression. Le divorce des parents, ça peut... Les enfants, généralement, qui sortent de familles désintégrées ou qui sont en fraction, ils subissent automatiquement Ils voient ça comme un rejet déjà, et il y a des répercussions au niveau même de leurs études. C'est vrai qu'il y a déception amoureuse aussi chez les... Oui, absolument. Bien sûr. Absolument. Donc, le gourmet va tremper les enfants parce qu'ils vont avoir une dépression. Gros chagrin. C'est quand ils sont jeunes. Mais Laurence, oui, malheureusement, le gourmand est le facteur responsable de toutes les tentatives de suicide et des suicides chez les adolescents. Les adolescents. Ah non, c'est très sérieux. Ah non, la personne adulte que nous sommes, nous avons des ressources pour faire face. Enfin. Souvent, on peut y laisser des plumes. Pas toujours. Mais on a des ressources. Mais imaginez un jeune homme qui est en pleine adolescence, qui se pose beaucoup de questions déjà par rapport à toutes les transformations qui se passent en son sein. Et cette situation arrive. C'est-à-dire que c'est le rejet, l'abandon, le mépris. La somme de tout cela, les enfants se relèvent très difficilement. Quand ils n'ont pas la bonne oreille pour les quand c'est mal géré. Voilà. Quand on a dit d'attendre, ils sont pressés de rentrer dans la vie. En fait, moi j'ai parlé avec j'ai eu un cas comme ça avec mon garçon. Tu ne te rends pas compte qu'il sort d'une déception amoureuse. Non, tu peux imaginer ça, toi? Donc, et là, je parle avec lui, il me dit, tant que je ne suis pas millionnaire, je ne m'engage pas dans une relation. Au début, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Oui. Après, j'ai suivi sa fréquentation avec une amie. Un moment, quand je demande après cela, il est braqué. En fait, quand ils vivent ce chagrin-là, les parents ne sont pas au fait. Oui. Donc, ils peuvent pas... Est-ce qu'on est au courant même qu'ils ont des relations? Non, souvent, eux-mêmes, ils se gênent à échanger. Parce que souvent, pour ne pas écouter, il faut au moins que l'enfant parle. Souvent, eux-mêmes, ils se retiennent d'en parler. Et donc, ils vivent ça difficilement.
Et quand c'est mal géré, c'est la catastrophe. Ça reste à l'intérieur. En fait, c'est l'intérieur. Oui, Nina. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai, les adolescents ne se confient pas facilement, mais il faut apprendre à connaître son enfant. Et cet état-là, c'est un changement. Donc, vous voyez, c'est perceptible que vous voyez que votre enfant a changé, il n'est plus le même. Et quand c'est comme ça, il faut... On a le temps. Oui, justement, malheureusement, personne n'a le temps, mais on est obligé de faire avec. Et puis, s'il est calme, on se dit, bon, tant mieux, il est calme, il ne sort pas. Moi, le mien, il ne sort pas beaucoup, il est toujours enfermé. Il y a toujours un frère, une soeur qui peut venir vous... Moi, j'ai vu ça avec mes enfants. Mon fils aîné, il ne m'a pas dit, mais ses frères m'ont dit, ah, on dirait qu'il est un gourmet et tout. Et comme nous, on aime bien récupérer pour rire après, on tourne tout en dérision, il se dit, et tu peux me raconter aussi ce qui t'est arrivé quand tu étais plus jeune. Donc, il se dit, ah, finalement, il n'y a pas que moi qui connais le gourmet, ma maman même, ou bien mon père, ou bien ma soeur, voilà, qui est plus âgée. Voilà. Donc, il faut être attentif. Et puis, il y a pour ajouter à ce qu'elle dit, en fait, il y a l'environnement familial. Il y a des environnements qui ne donnent pas à l'enfant de s'exprimer. Oui, discipline stricte quand les gens sont... Donc, quand cet environnement-là est créé, l'enfant... Il peut faire semblant, il peut créer une fausse attitude. Voilà, et il est différent à l'extérieur, quoi. Donc on ne peut pas voir, monsieur Danko. C'est justement ça, et c'est pour ça que la communication ne doit pas venir à un âge précis. Il faut commencer la communication très tôt. Très tôt, très tôt. C'est ça, parce que ce qu'on décrit n'arrive que parce que l'enfant n'a pas appris à parler avec ses parents. Et c'est le papa ou les parents qui peuvent justement instaurer cette atmosphère de confiance. Quand l'enfant revient de l'école, déjà tout petit, qu'on lui demande de raconter comment sa journée s'est passée, ça commence par là. Et l'enfant va dire ce qui s'est passé. Parce que l'enfant est dans un autre environnement. Donc il y a des choses que l'enfant subit à l'école. Donc si on n'a pas donné l'occasion à l'enfant d'exprimer ce qu'il a vécu dehors et que ça s'accumule, ce n'est pas à 14 ans ou à 12 ans que vous allez commencer à on ne saura pas faire la différence en ce moment-là. Oui, quand on a commencé ça, l'enfant sera plus enclin à se confier, à dire des choses qui lui arrivent dehors. Échouer un examen aussi, ça peut... Ah oui, échouer. Tous les insuccès sont source de petites déprimes jusqu'à la dépression. Et donc, ça dépend des ressources dont on dispose personnellement, et les ressources additionnelles qui viennent des parents, des amis et tout cela pour accompagner ou aider à suivre. Quand déjà, avant même que les résultats n'arrivent ou même avant même qu'on aille à l'examen, c'est la menace des parents en te disant « Ok, tu as joué, tu vas voir, tu vas l'échouer. » Quand tu dis un mot, c'est « Voilà, on attend les résultats. » On attend les résultats. Vous mettez déjà l'enfant, non seulement cette pression, mais vous conditionnez l'enfant à échouer parce que ce que vous prononcez a une marque dans le cerveau de l'enfant. Donc, il retient, surtout quand ça vient des parents, des personnes qui sont les modèles, les personnes protectrices. Si ça vient, ça fait une marque. Et cette marque-là, même si l'enfant est un bon élève, il peut justement aller à l'examen et se retrouver dans une situation d'insuccès parce que, véritablement, il a été conditionné à avoir peur de l'examen. Et en allant à l'examen, il n'y parvient pas. Ce que je voulais ajouter, c'est que il faut aujourd'hui, aucun parent ne peut se dire « Ah oui, on ne sait pas, oui, nos enfants n'ont pas, ils n'ont pas allé avoir les gourmets à 12 ans et autres. » Il ne faut pas qu'on se trompe. Il est dit partout qu'on va enseigner la sexualité aux enfants de 4 ans. Donc, quand vous entendez ça et que vous avez des enfants, vous devez anticiper. Si on demande aux enfants, à la maternelle, de savoir apprécier leur corps et avoir du plaisir et tout ça, savoir choisir et tout ça, Laurence, on est en 2022. Et ça va arriver chez nous. Ah, mais c'est déjà là, Laurence. C'est déjà là, malhaureusement. Les écoles, là, sont autour de nous. Hein. Et c'est là-bas que ça se passe. Donc, aucun parent ne peut se dire « Ah non, 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 moi j'attends que... » Quelle que soit l'éducation, le pasteur me dira « Mais l'éducation religieuse est là pour cadrer les choses et autres et tout cela. » Mais l'éducation religieuse, elle est valable à la maison. Quand l'enfant va à l'école, il devient autre chose. L'influence de l'école est autre chose. Donc les parents sont avertis. Il n'y a aucun parent qui peut avoir l'excuse de dire que « Ah non, mais mon fils, il est ceci, ma fille, elle est ceci. » Non, non, non. C'est dès maintenant qu'il faut prendre le bâton de pèlerin et se dire « Je parle avec mon enfant, comme il a dit. Je parle avec ma fille, je parle avec mon fils à tout instant. » Et donc, c'est important.
Antécédents familiaux, on parle oui. de violence aussi. Les violences dans le couple, dans le foyer. Il y a un élément à ne pas perdre de vue quand on parlait de cause tout à l'heure. Parce que l'absence de spiritualité dans une famille, ça déséquilibre. Absolument. Parce que tu n'as pas de repère. Tu as quelqu'un avec qui tu parles dans la prière. Ça t'aide à contenir beaucoup de choses que tu traverses, différemment de celui qui n'a personne à qui parler. Quand tu n'as pas quelqu'un à qui parler, que tu te dis, j'ai un Dieu à qui je parle, qui entend mes prières, c'est très important. Quand il n'y a pas une base de spiritualité, l'enfant, il déverse son flux d'angoisse, de frustration, où il intériorise et ça crée des chocs. Donc, c'est très important, cet élément-là, à côté de ce que il y a la spiritualité, la religion, c'est un élément très déterminant. Parce que là encore, il y a écoute et il y a partage. D'accord. Mais entre une divinité et le sujet en question. Et ça fait beaucoup de bien. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre l'alcool et la drogue en cause ou en conséquence? Ah, alors, même la dépression peut être un symptôme. Même la dépression elle-même peut être un symptôme. Cela veut dire quoi? L'adolescent se retrouve face à toutes ces difficultés qu'il ne comprend pas. D'accord? La pression et tout cela. Quand il se met à consommer l'alcool, c'est pour lui régler sa situation de détresse. Donc là, c'est en conséquence. Voilà. Est-ce qu'en cause, on peut le mettre? Je veux dire, oui, ça peut aussi être une cause. On peut le mettre aussi. Mais généralement, l'alcool ou toutes les autres addictions qui viennent pour essayer de combler un vide. la dépression qui se prépare ou qui est installée depuis longtemps qu'on n'a pas vue. D'accord. Alors, comment on peut reconnaître? Par exemple, le changement de comportement peut aller, par exemple, du fait qu'on s'isole, par exemple, le fait qu'on ne soit plus ouvert aux autres. En fait, le changement. Voilà, le changement. Ça veut dire qu'on observe bien, en principe, comme on l'a dit, qu'on a l'habitude d'échanger. C'est pour ça qu'il faut créer des grands moments dans une famille. Si à 20 h on devait manger et qu'il y a un dont le comportement change, par exemple, qui ne veut plus sortir de la chambre à une certaine heure, on doit s'interroger, par exemple. Il y a quelqu'un qui va regarder les résultats scolaires, par exemple. Quelqu'un qui était brillant, subitement, il perd tout intérêt pour les études, ça peut attirer notre attention. Il y a plusieurs manières de voir cela pour dire que c'est vraiment dans l'observation du comportement de nos enfants qu'on peut détecter les premiers signaux, de sorte qu'on puisse prendre action pour l'aider. Nina? Pour aller toujours dans le sens de l'observation, il y a le changement de poids. Ça peut être une perte de poids ou bien une grande... prendre beaucoup de poids aussi. L'enfant dort beaucoup. Il n'est plus... Le changement d'attitude, s'il dormait, qu'il est tout le temps endormi dans la journée, c'est un changement auquel il faut faire attention. Mais quelqu'un qui est timide, on fait comment pour voir qu'il est... Souvent, même quand tu es timide, tu t'exprimes. Et souvent, quelqu'un qui fréquemment, il y a des propos de dévalorisation de lui-même. Moi, je suis vraiment nul. Je crois que je ne peux pas... Il faut faire attention. Il y a souvent même faible estime de soi-même, souvent carrément détruit. Et ce sur quoi je veux attirer l'attention, je veux insister, c'est beaucoup plus... Généralement, même quand la personne est timide, elle montre des signaux qu'elle n'a plus envie de vivre. Ah oui? Dans le discours? Dans le discours, elle n'a plus envie de vivre. Je suis fatigué. La personne est lasse de tout. C'est pour... Et c'est de là que partent les pensées suicidaires. Parce que la personne a un dégoût pour tout ce qui est vie et pour tout ce qui est activité normalement du quotidien. Ça empêche de réfléchir normalement. Voilà. Bon, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est vrai que les parents sont engagés, c'est leur devoir. Mais il n'y a pas que les parents, il y a tous les acteurs du système éducatif, il y a les éducateurs, il y a les professeurs. Donc même si un parent n'a pas remarqué, un éducateur, un professeur ou bien un inspecteur peut remarquer que l'enfant a changé et qu'il a physiquement... Voilà, que physiquement, il a perdu du poids ou bien qu'il en a trop pris. Donc, c'est toujours attrapable. C'est pour ça qu'on invite beaucoup de parents à venir nous voir parce qu'on entend souvent, on est trop occupé, on a trop de choses, nos bureaux sont ouverts, à Talakou, nos bureaux sont ouverts, on travaille avec eux. Voilà. Il faut être en contact avec eux. C'est vrai, c'est quand même beaucoup. Vous pouvez le remarquer à l'école et puis vous informer. Et puis voilà. Il faut rester vraiment en contact. Parce qu'un enfant, rien que par le changement de son habitude alimentaire... Il était souvent en groupe et puis après maintenant il est plus justement alimentaire ou vestimentaire. Ou même
la façon, oui, vestimentaire aussi. J'ai plus envie de m'habiller, ben, je ne m'habille plus. Voilà. J'ai plus envie de me coiffer, je ne me coiffe plus. Je suis dans la négligence. Mais l'une des choses qu'on ne remarque pas, la dépression, elle n'est pas toute seule. Elle est toujours accompagnée par l'autre phase, qui est la phase maniaque, où l'enfant commence à être celui-là qui va aider, qui va faire ci, qui va devenir très entreprenant. Subitement, il va devenir très entreprenant et tout cela. Il faut faire très attention. On se dit, ah oui, mais mon enfant, il est très actif, il participe aux tâches de il a changé, j'apprécie. Mais ces deux phases-là, c'est-à-dire la dépression et la phase maniaque, elles se succèdent. Donc, il faut véritablement faire attention quand il y a cette variation de comportement et d'humeur et d'émotion aussi. Parce qu'on rentre dans l'exaltation, on est volontaire pour tout. Mais à contrario, quelques semaines après ou quelques jours après ou même du jour au lendemain, ben, l'enfant va rentrer, change d'humeur. Bon, ben, il va peut-être rentrer même dans l'extravagance vestimentaire, d'où les addictions, rentrer donc dans la consommation de stupéfiants, d'autres choses pour vraiment s'exalter davantage. Donc, il faut véritablement faire attention à cette variation d'humeur et d'émotion chez l'enfant. Cela dénote que, il est toujours fatigué. Voilà. Il est intéressé par les choses, par certaines choses qu'il affectionnait. Il y a un élément dont on n'a pas en parlé, que moi je constate souvent en face de personnes qui traversent cette situation, une tristesse très profonde. Oui. Et quand tu touches le sujet de la tristesse, c'est rarement que la personne parle sans pleurer. Oui. Et donc, mais ça je veux dire, on le constate quand on est là, tu ne parles pas, et voilà, donc non, souvent, on ne va pas se plaindre parce que... moi personnellement, quand je chante dans notre activité, quand tu échanges avec quelqu'un sur un sujet, il s'exprime en pleurant, tu comprends que le sujet est entouré de beaucoup d'amertume, c'est douloureux, il y a une tristesse très profonde. C'est là que tu fais attention. Il faut pouvoir toucher le sujet, sinon justement, il te fait balader. Souvent, dès que la personne commence à parler, tu la vois, elle est larmoyante et autres, tu sais que c'est un sujet qui est sensible, qui provoque beaucoup de tristesse à l'intérieur. Et c'est ça qui fait que tu pousses la personne à parler davantage. Parce que tant que la personne n'en parle pas, elle ne se libère pas. Oui, en fait, c'est la face cachée de la dépression. Il y a des personnes qui peuvent véritablement cacher leur dépression. Exactement. Donc, elles peuvent être actives, elles peuvent continuer à faire les choses et tout ça, certainement avec un peu de lenteur. Et c'est pour ça que dans le diagnostic, ce n'est pas aisé par rapport aux parents, parce qu'on peut avoir juste un moment de lassitude. Donc, mais la personne continue à vivre, continue à faire les activités. Et donc, il faut être véritablement très attentif. La tristesse est un élément très révélateur de ce qui se trame. Et en dehors de cette tristesse-là, l'enfant peut se cacher et pleurer. C'est ça. Les pleurs. L'enfant se cache et pleure. Donc, la nuit, par exemple, pendant que tout le monde dort, eh bien, c'est un enfant qui ne dort pas. D'abord, qui va faire semblant d'être couché tôt. Il dort, on se dit, vit la nuit. Voilà. Dès que tout le monde est couché, eh bien, toute la nuit, cet enfant pleure. Et c'est là que malheureusement, il y aura toutes les automutilations, on va vouloir se fénétrer. Et voilà. Les idées suicidaires naissent là parce qu'elles se retrouvent toutes seules face à sa tristesse, face à sa douleur. Et bon, donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, c'est pour ça que très tôt, il faut donner des éléments aux enfants. Oui, d'accord. Ok, je garde ma question. Pour témoigner de ce que la CIV vient de dire, ma femme me rendait un témoignage, son ami, et à un enfant, il a échoué à son examen. Et elle entendait la nuit des bruits. Elle va tout doucement dans la chambre de l'enfant. Il était en pleurs. Et elle a demandé, mais pourquoi tu pleures? Il dit non, à cause de mon échec. Et il s'est caché pour le faire. On le père banalisait toi pour un échec. Tu as passé tout ton temps à... Elle, comme elle est éducatrice spécialisée, elle a fait attention à cet aspect clinique. Donc, pour dire qu'en fait, nous-mêmes ne sommes pas instruits sur la question. Les parents ne sont pas formés. Oui, ma question t'attend. Il y a le rendement scolaire aussi. Ça, c'est un des points qui peut
facilement attirer notre attention. Quand ça baisse? Quand ça baisse, parce qu'il y a la déconcentration. L'enfant n'est plus concentré, il est un peu ailleurs, il est perdu. Donc forcément, son rendement scolaire n'est plus le même. Donc je crois que c'est un des points. Si on ne sait pas sur quoi se référer. L'inverse existe aussi. Oui. L'enfant qui devient subitement très studieux et tout cela. C'est vrai que c'est très encourageant pour les parents. C'est d'ailleurs l'occasion On va s'inquiéter aussi pour ça. Oui, malheureusement. Mais en fait, ce n'est pas systématiquement que l'enfant peut apprendre de bonnes résolutions, de dire maintenant je prends conscience que je dois travailler, donc il va se donner à fond. Mais comme je dis, l'inverse aussi existe. C'est-à-dire qu'il peut trouver donc refuge. Donc il va s'investir pour ne pas faire face à la douleur et donc il va investir. N'oublions pas que nous parlons des enfants qui sont... Là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, il est dans une souffrance. C'est une souffrance. Il faut bien regarder parce que... C'est une souffrance terrible. Je suis dans le gourmet, là, je me jette dans le travail. Et voilà, ça... Non, dans le travail. Dans le travail, d'accord. Mais l'effort supplémentaire que l'enfant est obligé de faire pour se montrer à la hauteur des choses... C'est épuisant pour son organisme. Non, ça ne pourra pas être à long terme. Ça ne peut pas être à long terme. Donc, très rapidement, forcément, très rapidement. Il se torture. Voilà. Stop, ma question. Oui. Est-ce que à cet âge-là, on dit qu'ils entendent des voix? Est-ce qu'au niveau des jeunes aussi? Ah oui. Oui, ça dépend. Les hallucinations auditives sont des choses qui peuvent... D'ailleurs, c'est là où le parent ne fait pas attention, parce que comme les enfants sont, surtout pour les enfants, là je descends plus bas, les enfants sont des affabulateurs. C'est-à-dire qui aiment bien raconter des histoires, je fais ci, et tout ça. Donc, ils peuvent dire, ah, mais j'ai vu ceci ou j'ai entendu cela, et tout cela. Une fois, deux fois, OK. Mais quand ça commence à devenir récurrent, et même quand ton enfant dit, j'ai entendu cela, il faut être prêt, être attention pour dire, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as vu. Parce que, effectivement, les hallucinations auditives ou visuelles sont un signe de ce que, attention, on est en train d'aller quelque part. Si votre enfant se dit... C'est un boulot, hein, c'est affaire de parents, là. Ah oui, c'est à plein temps. Mais ce qu'on doit reconnaître, il faut reconnaître qu'on est démunis devant certaines situations. Il faut donc consulter des spécialistes. Parce que tout ce qu'on a comme outil, c'est notre observation. Donc déjà... Quand on a observé, quand on voit que ça sort de la normalité, on doit consulter quelqu'un qui va nous apporter la deuxième étape. son savoir. D'accord. Donc, on va parler... D'accord. On va y arriver avant. On va parler des conséquences. Moi, quand je dis conséquences, c'est drogue, alcool. Violence aussi. Violence, agressivité. Violence. Sur sa personne comme sur son entourage. VIH. Parce qu'à un moment donné, quand on a dit que les comportements à risque, parce qu'on n'a plus de valeur pour soi-même. Quand on perd la valeur de sa propre personne, on peut tout faire. C'est faire et dès qu'on peut tout faire, on est dangereux pour soi, mais pour les autres. Aussi. D'accord. Donc, c'est vraiment là. On peut même aller jusqu'à se suicider, je vais dire. Donc, pour dire que les conséquences sont énormes. Et simplement parce qu'on n'aura pas ouvert les yeux que quelque chose aura atteint cette proportion. Donc, nous, parents, nous avons cette grande responsabilité. Parce qu'il ne peut pas s'en sortir seul. Voilà, on ne peut pas. Est-ce qu'un adulte même peut s'en sortir? Non. Lui-même ne peut pas. Non, c'est pas. C'est la deuxième étape. En fait, quand on a fini de faire le constat, il faut demander de l'aide et ne pas avoir honte de demander de l'aide. Parce que la dépression est très sérieuse. Elle ne se déclenche pas du jour au lendemain. Elle se greffe sur des choses préexistantes, des traumatismes anciens, un mal-être profond. Et donc, si on ne demande pas l'aide à la personne ressource qui peut véritablement aider votre enfant, en faire d'abord le bon diagnostic, parce que bon, il faut d'abord faire le bon diagnostic. Donc, tous les enfants aussi qui disent voilà, donc le petit est là. Les tests existent donc pour évaluer le degré, est-ce que d'abord c'est une dépression et à quel degré on est, sur quoi on est installé, quel est le schéma sur lequel l'enfant fonctionne. Et quand on a fait le bon diagnostic, en ce moment-là, on peut commencer véritablement à induire le comportement, si cela est à induire le comportement ou induire le cognitif, agir sur le cognitif pour aider l'enfant. C'est ce que nous appelons la thérapie cognitivo-comportementale. Donc ce qu'on retient vraiment, c'est être très attentif, être à l'écoute de l'enfant. Comment
comment on peut l'aider en plus de ça? Je dis, quand on constate quand même qu'il y a ce mal, comment on peut l'aider? Parce que, oui. En fait, je voudrais dire que ça dépend aussi de la famille dans laquelle l'enfant est. Si c'est dans une famille à une situation précaire, est-ce que le parent même il comprend même que c'est une dépression? Parce que moi, j'entends même dire les hallucinations que c'est parce qu'il voit clair, qu'il a des dons de clairvoyance. Mais ce sont des génies. Et au lieu d'aller voir un médecin, au cours de l'année, on emmène l'enfant au village pour qu'on le lave, pour que les génies se calment ou bien... Bon, on est tous africains, on ne va pas nier cette réalité africaine. Exactement. Mais ce n'est pas toujours que l'enfant est victime de génies. C'est surtout des dépressions. Donc, quand c'est comme ça, une famille qui est pauvre et qui n'a même pas, qui réalise même pas que c'est des cas de dépression, c'est difficile. Ils n'ont même pas le temps, ils doivent gérer d'autres problèmes. Justement. Et ça déstabilise la famille parce qu'un enfant qui est dépressif, il est violent sur sa personne, mais sur les autres aussi. Oui, on a vu. Donc, ça déstabilise beaucoup de familles. Beaucoup. Parce qu'il y a un aspect que chaque fois que vous rencontrez des gens qui se sont fait mal eux-mêmes, ils ont entendu des choses. Jette-toi, fais-toi ceci. Ils ont obéi. Oui. Et ils en parlaient avant. Ils en parlaient avant, personne n'écoutait. Oui. Il peut y avoir un volet spirituel de la chose. Exactement. Donc, c'est pourquoi il ne faut rien négliger, comme on a dit. Oui. Il faut consulter, que ce soit des autorités spirituelles ou des autorités cliniques, ceux qui ont matière à agir. Et il y a un élément qui est très important. On parlait des conséquences tout à l'heure. Mais aujourd'hui, un enfant qui fait le chagrin de ses parents a étouffé le bonheur familial. Donc, on ne peut pas vivre heureux en couple quand son enfant est un raté. Ouais. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, prendre ce que son enfant vit à la légère, c'est porter atteinte à son propre équilibre familial. Légèreté. Donc, ce n'est pas la conséquence, l'une des conséquences, ça stoppe. Il y a un passage de la Bible que j'aime bien. La Bible dit que celui qui met un enfant insensé au monde aura du chagrin toute sa vie. Toute sa vie. Donc, vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas être heureux quand l'enfant est dans une situation. Et donc, quand on voit les résultats même de l'enfant baisse, c'est les parents qui dépensent plus. Quand l'enfant devient agressif, ça devient la honte des parents. Quand l'enfant devient polémique, ou bien il devient alcoolique, ou bien il rentre il sombre dans la drogue. Quelqu'un de la Croix, c'est la Croix Bleue, je crois. La Croix Bleue, c'est ça. Il rendait un témoignage, il disait que les parents envoient leur enfant en désintoxication à des heures où il n'y a pas de monde. C'est une maladie de honte. Oui, d'aller à la Croix Bleue. Oui. Déjà même que pas beaucoup de parents y vont, et même ceux qui vont, ils vont à des heures pour dire que c'est la honte même des parents. Chacun a devoir d'être très regardant, d'être soucieux, parce qu'à la fin, ça éclabousse tout le monde. Et on se cache aussi pour aller voir la psy? Oui, on se cache pour aller voir le psy. Parce que quand on dit psy et qu'on s'arrête toujours à psy et qu'on ne met pas le colloque dessus, on pense à la psychiatrie qui est la maladie mentale. Et donc, c'est la confusion qui existe au niveau de la grande majorité pour dire que quand tu dis tu vois mon psy, on pense au psychiatre, donc à la folie, et donc c'est-à-dire la personne qui est perdue. C'est ça, donc c'est ça. Et donc, l'Africain ne va pas avoir... aller voir le psychologue... on pourrait dire, ah oui, mais c'est réservé à une certaine classe, mais aujourd'hui, la dépression, le changement auquel nous sommes tous exposés ne choisit pas la classe sociale. Non. Ça ne choisit pas l'âge, ça ne choisit pas la fortune ou bien le teint ou la taille. Sexe, rien. Le sexe, tout le monde y passe. Monde. Et donc, nous devions changer notre façon de voir, d'aborder les choses. Si les psychologues existent, si les médecins ou les psychiatres existent, parce que la dépression se traite avec des médicaments aussi, c'est là l'intervention du psychiatre. Si les psychiatres existent, si les psychologues existent, si les pasteurs et les autres guides religieux, spirituels existent, c'est justement des ressources qui sont mises à la disposition de ce que nous avons des souffrances et que nous devons aller donc vers ces personnes-là pour trouver les solutions idoines. Parce qu'une dépression, malheureusement, peut finir par la mort. Mais tu conclus avant l'heure. Nous n'avons pas encore la conclusion. Ce que je peux te dire, il ne reste plus beaucoup de temps, en fait. C'est qu'on note tous que c'est parce que les parents eux-mêmes
sont démunis. Oui. Pas en termes financiers, non, mais en termes de connaissances. Exactement. Parce que je ne connais pas un parent qui va faire un enfant, qui va vouloir que l'enfant dévie. Non. C'est par méconnaissance ou par vouloir que l'enfant même souffre. Donc les parents eux-mêmes ont besoin de guidance. Il faut faire une guidance parentale. Et c'est là que la famille devrait vraiment jouer ce rôle et la société devrait jouer ce rôle. Oui. La psychologue ne peut pas me contredire. Non. Les psychologues, il n'y en a pas au public. Il n'y en a pas à la fonction publique. Non. Il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est réservé, comme elle le dit, à l'élite. À l'élite, c'est ce que ça veut dire. Et quand quelqu'un trouve un psychologue, quelque part dans un service, c'est parce qu'il a fait ça comme étude de base. Et il est peut-être éducateur spécialisé, que moi, je peux l'utiliser comme psychologue. L'Africain ne va pas là-bas. Parce qu'il n'a pas été recruté en tant que psychologue. Donc, vous voyez déjà l'importance que ce corps de métier-là... Oui, c'est pour cette raison que nous avons, nous avons créé une ONG dans ce sens-là. Il faut vraiment faire... Nous avons créé une ONG dans ce sens. Parce que la famille a besoin d'aide. Absolument. Pour pouvoir aider leurs enfants. D'accord. Nina? Bon, je voudrais ajouter aussi que, comme on l'a dit, ce sont les parents. Mais il ne faut pas oublier, j'insiste dessus, c'est l'affaire de tous. Parce que, je ne vais pas conclure, hein, c'est l'affaire de tous. Parce que un adolescent mal encadré est un chef ou bien un dirigeant ou bien qui est instable. Ah, ouais. Donc, il faut déjà prendre ce problème à bras le corps. Comme il le disait, il n'y a pas de nombreuses structures. Moi, je ne pourrais pas vous citer plus de deux docteurs que je connais, voilà, que les enfants peuvent aller consulter. Et pour les familles pauvres, comment on fait? Comment on les sensibilise? Comment on arrive à atteindre ces familles-là pour leur dire que ce n'est pas des génies, ce n'est pas le sorcier au village? C'est pas le sorcier au village qui est à la base que c'est une dépression et que c'est clinique, c'est une maladie. Comment on fait? Alors que, bon, voilà, on a besoin d'avoir des personnes stables. D'accord. Donc, on va conclure, hein, parce que ça y est, ça fait déjà 52 minutes. On va conclure. Je pense qu'on a tous retenu qu'il faut être très, très, très regardant sur le comportement des enfants. Voilà. Observer. Ouais, compréhension et écoute active. Et puis, quand on décèle des anomalies, se rapprocher de personnes ressources. Mais moi, je vais insister. Instruire l'enfant selon les voies à suivre. Quand il grandira, il ne pourra pas s'en détourner. Donc, une famille doit installer à la base du spirituel. Et puis, si l'enfant grandit, si l'ambiance même familiale, vous savez, les familles qui s'unissent dans la prière se séparent moins, puisqu'ils ont une plateforme de rencontre autour de Dieu. Et en tout cas, il faut une plateforme. Donc, c'est très important. Quand ça s'est installé à la base, ça aide beaucoup et ça anticipe sur beaucoup de choses. Quand je te demande ton sujet, que tu donnes ton sujet, ça me donne une idée au moins de ce que tu traverses ou de tes attentes, ça aide. Et puis, à côté de ça, l'éducation de base. Tout à l'heure, notre conseiller parlait de la démission, souvent des parents. Mais quand le parent aussi est démissionnaire, quand il abandonne ses tâches du contact, de suivi... Et s'il est dépressif aussi. Bon, de malade en malade, bon, on se retrouve en... Je veux dire qu'on est obligé, quand on est adulte, quand on est un enfant à charge, de payer le prix pour que cet enfant-là soit suivi, soit dans de bonnes conditions. Ce n'est pas toujours facile pour le parent, mais ça ne demeure pas moins une obligation. C'est une obligation, absolument. Nina, pour conclure, ce que je voulais surtout ajouter, c'est que la dépression, il ne faut pas la considérer comme une maladie honteuse. J'ai entendu quelqu'un qui disait c'est comme une panne de voiture. Quand vous avez une panne, vous cherchez un mécanicien pour réparer la voiture. Alors, quand l'enfant est dépressif, il faut trouver les moyens de pouvoir l'aider. Surtout parce que ça finit par vous bouffer la vie. Généralement, les parents qui ont des enfants comme ça n'ont plus de vie parce qu'ils deviennent le centre de tout et ça détruit beaucoup de tout. Donc, j'incite les parents à nous approcher. C'est vrai que nous ne sommes pas des psychologues, on n'a que des cours de psychologie pour nous aider à comprendre un peu. Mais nous, en nous approchant, on peut les orienter vers les structures, vers les... Attirer déjà leur attention. Oui, il faut déjà attirer. Et c'est ce qu'on fait. On est toujours
on essaie de maîtriser nos effectifs pour pouvoir voir quels sont les enfants qui sont qui ont besoin d'aide. Et je crois que la ministre aussi va dans ce sens quand elle met en avant les activités extrascolaires, parce que c'est un des moyens aussi de pouvoir tirer certains enfants qui souffrent de cette pathologie. Un peu isolés. Voilà. Monsieur Dakodano? Oui, d'accord. Moi, je dirais que, comme elle l'a dit, comme la dépression est une maladie, personne ne voudrait que ses enfants soient malades. Oui. Voilà, c'est pour ça que, et comme l'adulte ne donne que ce qu'il a reçu, un adulte qui a été dépressif dans sa jeunesse, il ne va pas donner autre chose que cela. Donc il faut investir dans la petite enfance. Il faut commencer plus tôt. Il faut, parce que pour avoir une société équilibrée, c'est les enfants d'aujourd'hui qu'il faut savoir, n'est-ce pas, éduquer. Donc il faut investir dans la petite enfance, mais il faut justement que les personnalités ou les professionnels qui peuvent vraiment faire la prise en charge de l'homme, donc je vais parler des psychologues, soient vraiment à portée de main. Parce qu'en réalité, ça doit être des accompagnateurs. Il faut vulgariser, c'est ça? C'est réservé à une élite. Et donc, toutes les institutions doivent jouer leur part. L'institution familiale, mais l'institution école aussi. Parce que là-bas, il y a aussi l'origine de certaines dépressions qui partent de l'école. Et les parents, ce que nous devons faire, c'est de laisser à la postérité des enfants équilibrés. Absolument. Le plus grand rôle nous revient. Merci, M. Dakonano. Madame Asso. Oui. Que dire? Peut-on conclure? Que la dépression est très sérieuse. Oui. Et donc, pour quelque chose qui est très sérieux, il faut des remèdes et des attitudes sérieuses pour accompagner cela. L'une des choses que nous pouvons recommander, c'est une personne se met en dépression parce qu'il y a un mal-être. Donc, agir à donner et à assurer à nos enfants un bien-être. Le bien-être part de ce que je consomme en termes de nourriture, en termes de boissons, en termes de vêtements. Mais le bien-être aussi, c'est les activités qu'on fait en famille, qu'on fait entre frères, dans la fratrie. Un certain nombre de choses pour nous assurer le bien-être. Si nous nous assurons le bien-être et que nous dormons, par exemple, il y a les troubles du sommeil, que nous dormons bien. Pour bien dormir, on n'a pas besoin d'un lit d'1 million de francs CFA. Même sur la natte, on peut parfaitement bien dormir. Donc, ce n'est pas une question de moyens. Il faut véritablement s'assurer le bien-être. Et c'est se sortir des choses qui nous emmènent à être dépressifs. Si je ne peux pas faire quelque chose, ben, je ne vais pas m'efforcer à le faire. On ne se met pas la pression. On se met pas la pression. Je recule, je fais autre chose, ce qui est à ma portée, ce que je peux faire. Donc, en agissant de cette façon-là, alors je peux me réduire les stress qui, en s'accumulant, va se gripper sur les choses préexistantes et me mettre dans la situation de détresse. Alors, pour répondre un peu à votre préoccupation, nous avons créé une ONG dans ce sens-là. Cette ONG s'appelle Anyanda et elle existe depuis 8 ans déjà. Et au niveau de cette ONG, nous sommes 10 psychologues cliniciens qui, donc, nous avons constaté, après un certain nombre d'années de pratique sur le terrain, nous avons vu que, véritablement, c'était onéreux et que beaucoup de personnes, même ceux qui étaient des élites, n'allaient pas jusqu'au bout de la thérapie. Et donc, nous avons dit, ramenons la psychothérapie, la prise en charge psychologique à la portée, donc, de toute la population, de la personne la plus démunie, parce que malheureusement, là-bas aussi, cela existe et donc tout le monde peut en profiter. Donc c'est cela que je voulais porter à votre connaissance et nous serons toujours disponibles pour répondre à cela. Oui, elle me donne 2 séances déjà. Oui. En tout cas, merci à tous, merci pour vos contributions. Il faut retenir que c'est important. Les jeunes sont touchés par cette maladie. De plus en plus de jeunes, on parle de fugue, on parle de suicide. Donc il est important que les parents se mettent à l'écoute des enfants, c'est leur responsabilité. Et voilà, il faut le faire pour leur bien-être. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous parlons de sujets de société à la petite causerie et c'est un plaisir de vous retrouver. Au revoir.